Alors pour aujourd'hui, petite intro très rapide. Nous allons commencer avec, comme d'habitude, on va regarder les commentaires parce que si vous participez sur la dernière vidéo de notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir automatiquement participer au giveaway. Il y a deux fois 25 dollars, une fois dans les commentaires et une fois sur le raid de Twitch. Après, on va faire le giveaway sur Twitter sur lequel c'est des Satoshi et on va également découvrir le prochain giveaway du calendrier de l'Avent. Après, on va parler rapidement d'un article qui a été écrit sur SBF en rapport avec Celsius, avec Luna, pardon. Et après, on va partir sur trois articles différents. Donc, très rapidement, on va parler sur un tweet de USDC qui dit comme quoi les token holders de USDT devraient partir sur l'USDC. Je vais donner un tout petit peu mon point de vue là-dessus. On va parler très rapidement de Kevin Hillary, Mr. Wonderful, qui a perdu donc 15 millions de dollars également. On va parler également je ne sais plus quel pays, mais un pays sur lequel ils ont des retraits en Bitcoin et en cash malheureusement qui est limité à un certain montant. Et on va finir également avec un dernier article qui est lié je ne sais plus exactement quoi, je suis désolé. On verra ça directement ensemble. Et puis pour aujourd'hui, nous avons le Bitcoin pour l'analyse technique, suivi du SXP, le AV et puis le EOS qui ont été demandés par la communauté dans la vidéo. Donc voilà, toutes les personnes qui participent juste ici en dessous, vous pouvez, comme vous le savez, demander 3 crypto-monnaies maximum pour les avoir le lendemain. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire avec des crypto-monnaies que vous aimeriez avoir. Et automatiquement, vous allez participer sur le giveaway pour 25 dollars en Bitcoin. On va continuer ici directement avec le calendrier de l'Avent. Donc pour le numéro 8 déjà, c'est des Satoshi. Et je vous avais annoncé hier qu'il y avait 2 gagnants, mais en fait je me suis trompé, j'ai très mal vu. Mais en fait on a 4 gagnants pour ce giveaway. On aura 2 gagnants avec un bundle pack Satoshi hardware brandé de cryptologique, plus un Satodim, 2 fois pour 2 gagnants différentes. Et il y aura 2 autres gagnants qui vont avoir le Satodim avec 10 USDT dessus, et puis un Seed Keeper. Donc ça, il y aura également 2 gagnants. Donc on va commencer, puis les 2 premiers gagnants, je le dis bien à haute voix, en live avec tout le monde, comme ça on pourra quand même revérifier. Les 2 premiers gagnants auront d'abord le bundle pack Satoshi hardware brandé cryptologique plus un Satodim, et les 2 suivants, ils auront le Satodim avec 10 USDT plus un Seed Keeper. Donc, j'ai déjà préparé tout le nécessaire ici. Donc, nous avons 4 gagnants. Il faut suivre Satoshi Logic Crypto, avoir un compte au moins un mois, et on va directement tirer au sort. Donc ici, nous avons à peu près 355 participants. Je dis bonne chance à toutes et à tous. Et les gagnants pour ce giveaway est... Ok, nous avons... Ok, ça je suis très déçu. Nous avons Giveaway Hunter, donc je suppose que c'était une personne qui fait que des giveaways, donc ça je suis un petit peu déçu, il faudra quand même qu'on regarde au pire des cas ce qu'on en fait. Bravo à vous tous, sinon nous avons Eriu, bravo à toi, nous avons Julien aussi de la communauté, nice, qui a gagné également le deuxième, et puis Greg.ggn, bravo à vous, vous venez de gagner le giveaway. On va découvrir maintenant ensemble du coup le prochain giveaway qui vient d'être mis à 10h, donc il y a exactement 10 minutes en arrière sur notre Twitter si je ne dis pas de bêtises. On va vite rafraîchir. On va aller voir ça. Et nous avons ici, messieurs, mesdames, le calendrier de l'Avent numéro 9, comme vous le savez. C'est un projet que je suis personnellement beaucoup. J'ai participé également à l'événement à Bangkok avec Ark and Die. Je participe également dans le projet. Il y a 250 dollars en DAI token à gagner. Il y aura 2 gagnants, 2 fois 125 dollars. Donc merci infiniment à Ark and Die pour participer sur ce calendrier de l'Avent. Super cool. Et puis n'hésitez pas à participer si vous le désirez. Il vient d'être posté sur Twitter. On a un article sur notre site internet de cryptologique.fr, ici Bankman-Fried, à l'origine du crash de Luna. Est-ce que c'est le cas? On en avait déjà parlé d'ailleurs il y a des semaines en arrière. Comme quoi, il y avait une possibilité qu'en effet que SBF était la personne derrière justement tout ce crash de Luna. Donc, je vous laisserai ici l'article. Moi, ce que je voudrais juste savoir, si vous pouvez mettre dans les commentaires, parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que SBF pourrait être la personne qui a eu un lien avec le crash de Luna et puis qui a peut-être fait perdre de nouveau tout cet argent malheureusement à toutes ces personnes, avec justement Alameda qui est également un petit peu derrière?
ou pas du tout. Ou c'est juste tout simplement, voilà, maintenant parce qu'on cherche des gens, et puis donc du coup, vu que c'est une personne un petit peu ciblée, bah, on va essayer de mettre maintenant SBF. Donc j'aimerais bien avoir votre avis, n'hésitez pas à le partager. On a ici Coindesk qui met at Coinbase. Ask users to switch to USDT for USDC, citing quality of reserves. Donc, en gros, Coinbase qui demande aux utilisateurs de switch leur USDT pour l'USDC. Donc, comme quoi ils ont une réserve de qualité supérieure aussi. On avait regardé la réserve de USDT qui était très intéressante. On avait quand même 3,58% qui était assez drôle finalement parce que dans la réserve de USDT, quand tu vois que sur 60 milliards finalement de réserves ou un petit peu plus, on avait 3,58% de cette réserve qui est dans des investissements autres. C'était juste écrit ça, autres investissements. Donc ça pour moi c'est un petit peu curieux quand même de savoir exactement ce que c'est. C'est sûrement du high risk. Et sinon, la majorité de tout ce qu'ils ont, c'est plutôt bien, pour être honnête. Et ils ont une bonne réserve aussi, je trouve, USDT. Par contre, oui, de toute façon, diversifier, c'est la meilleure chose. J'en avais parlé aussi avec Tintin qui fait la macroéconomie chez nous. Quelle sorte de stablecoin est-ce que lui, aujourd'hui, il a dans son wallet? Et il nous a parlé de USDC et puis BUSD. Et puis pour moi, ce n'est pas vraiment le cas. Pour moi, c'était USDT, pardon, et puis BUSD. Donc du coup, je pense que ça pourrait être assez intéressant d'aller vérifier un petit peu plus et puis de savoir si oui ou non il faut encore diversifier peut-être un petit peu plus, puis d'acheter un petit peu d'USDC avec des BUSD, puis également d'acheter un petit peu d'USDC avec un petit peu de USDT également pour pouvoir diversifier. Je pense que ça peut être pas mal pour beaucoup de personnes différentes. Notre cher ami Kevin O'Leary qui a perdu 15 millions de dollars, donc on en avait parlé d'ailleurs hier sur notre Crypto Café et comme quoi, voilà, il avait fait de la promotion pour FTX également. C'était la personne qui faisait de la promotion pour. Il a été payé 15 millions de dollars pour ça. Alors, première chose à savoir, c'est que il a naturellement été juste en dessous de 15 millions de dollars, il a été payé. Et il a eu aussi beaucoup de frais. Donc, des frais de marketing, des frais de publicité et toutes ces choses sur lesquelles il n'a pas pu garder la totalité des 15 millions pour pouvoir faire de l'investissement en crypto. Il avait à peu près juste en dessous de 10 millions en crypto, je crois 9,7 millions de dollars exactement sur FTX, en crypto-monnaie, sur lesquelles il a tout perdu aujourd'hui, parce que FTX, voilà, ils ont bloqué du coup les fonds. Et pour moi, c'est quand même important, parce qu'on met ce chiffre en avant, il a perdu 15 millions de dollars, donc il a été payé ce montant-là aussi par FTX pour faire de la publicité. Soyez quand même conscient de ce chiffre. On parle de 15 millions de dollars. Si on paye quelqu'un 15 millions de dollars pour faire de la publicité sur FTX, c'est parce qu'on connaît, ils sont pas cons, ils vont pas te donner de l'argent pour en perdre. Ils vont payer une certaine somme parce qu'ils savent la puissance et l'influence justement que Kevin O'Leary il a aujourd'hui sur les médias. Et quand Kevin O'Leary il a commencé à parler d'FTX, de nouveau, c'est pour ces raisons-là, je trouve qu'ils doivent avoir des amendes, ces personnes-là. Ils ont une certaine responsabilité. Ils ont une responsabilité énorme envers toutes les personnes qui les écoutent. Et puis d'avoir perdu autant d'argent, on n'en a rien à foutre. De toute façon, il a été payé pour ça. Il a été payé justement cette somme-là aussi. Et j'ai pas l'impression qu'il a été très conscient justement de tout l'argent qu'il a fait perdre aux personnes qui ont suivi sur FTX à cause de lui. C'est sûr que c'est un cas extraordinaire, dans le sens que c'était difficile peut-être de prévoir ce qui s'est passé avec FTX, mais malgré ça, je pense qu'il n'a pas du tout pris assez de responsabilité sur lui, et puis je suis assez déçu pour ça. Mais voilà, 15 millions de dollars, c'est énorme. On a ici le Nigeria interdit les retraits en espèces aux distributeurs automatiques de plus de 225 dollars par semaine pour forcer l'utilisation de la CBDC. Et ça, en fait, c'est un article que je trouve super intéressant également. N'hésitez pas aussi après à aller le faire un petit tour. Parce qu'ici, en Suisse, ça a été aussi le cas. On a Alexis Roussel, Lionel Jeanneret qui ont vraiment essayé de pousser le gouvernement à vraiment pas mettre trop de restrictions non plus sur les retraits des ATM ici en Suisse. On avait des retraits normalement qui sont... à la base, on n'avait pas vraiment de limite. Je crois que la limite était à peu près de 5000 par jour par utilisateur. Donc même si on venait par exemple avec un ami, on pouvait retirer pour 10 000 par jour. Et il n'y avait pas de KYC. Aujourd'hui, ils ont essayé de pousser la chose pour pouvoir faire limiter à 1000 dollars, je crois, par jour ou par semaine. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est un des deux. Mais avec KYC. Et ça, aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train d'interdire ces sortes de choses. Et c'est là où, justement, des fois, on ne peut pas avoir un impact assez grand. Sauf en Suisse, sur lesquels, en Suisse,
on a une certaine manière de voter qui est bien différente. Et donc, du coup, si tu trouves assez de monde et tu vas chercher des gens qui sont d'accord de voter contre contre une certaine chose, à ce moment-là, en effet, on peut garder l'ancien système. Parce qu'on a, ici en Suisse, une manière de travailler qui est peut-être un petit peu différente que dans le monde entier. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt la chance pour ça. Mais on voit que finalement, s'ils souhaitent, eux, la majorité des pays dans le monde, ils peuvent finalement interdire certaines choses pour forcer les utilisateurs à plus partir sur les CBDC, parce qu'en fait, on arrive dans une situation qui est très délicate. Je ne sais pas exactement ce que ça représente, 225 $ par semaine pour une Nigeria. Je suppose que c'est largement, enfin, je suppose que c'est assez en tout cas pour pouvoir vivre, mais pour toutes les personnes qui sont dans du business ou quoi que ce soit, automatiquement, bah, c'est pas du tout quelque chose du coup qu'on peut utiliser à long terme. Donc, nous avons ici, c'était le dernier article du coup que je ne me rappelais plus. Voilà, maintenant je me rappelle. Donc, comment les entreprises de portefeuille matériel crypto gagnent-elles de l'argent? Et je trouvais ça assez intéressant, n'hésitez pas à les regarder. On parle de plusieurs entreprises différentes sur cet article. On parle également naturellement de Ledger et d'autres comme Trezor. Et ici, par exemple, bon, Ledger, la majorité des entreprises, comment est-ce qu'ils gagnent leur argent? Toutes ces entreprises qui vendent donc du coup du hardware, des cold wallets, ils disent la majorité, c'est entre 60 à 80%, c'est la vente du hardware directement. Il y en a des qui n'ont pas beaucoup de business model et un business plan euh, après la vente en fait directement du hardware. Il y en a d'autres qui l'ont, comme typiquement Ledger, qui a également des services avec Ledger Live, des choses comme ça, qui a également sa propre plateforme de jetons non fongibles sur lesquels ils ont également un certain business aussi dessus. Et Ledger, et ça je trouve un petit peu scandaleux, mais bon voilà, c'est du marketing plus qu'autre chose, hein. Mais en effet, ils ont déjà lancé jusqu'à aujourd'hui plus de 7 portefeuilles froids. Et c'est assez fou en fait, déjà depuis 2014. Et le dernier d'ailleurs, qu'ils ont fait une augmentation à peu près de plus de 200 $, qui est au prix de 279 $ aujourd'hui, parce qu'il est un petit peu plus fancy tout simplement. Donc on a rajouté quelques petites options, puis boum, on rajoute 200 $ de plus. Et ils savent très bien que de toute façon ça va être vendu et qu'il y a plein de personnes qui vont les acheter. Donc c'est vrai qu'ils sont forts pour ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui il faut payer 300 $ pour se sécuriser avec la crypto? Non, je ne pense pas, pour être honnête. Je ne pense pas qu'il y a besoin de payer des sommes autant grandes pour directement se protéger. On a typiquement des projets comme Satoshi qui ont un business model complètement différent et sur lesquels aussi les données sont bien plus protégées aussi. Puisque chez Ledger, les données qui sont du coup récoltées, c'est pas du tout la même chose qu'un autre projet comme Satoshi. Chez Satoshi, c'est plutôt des cypherpunks, c'est des maximalistes Bitcoin, et puis la protection de données est bien plus importante que chez Ledger. Donc pour ça, moi, des fois, je préfère même aller chez les plus petites entreprises comme chez eux que chez Ledger du coup. Alors voilà, ce sera tout pour les articles aujourd'hui, et puis on va passer du coup directement maintenant avec le Bitcoin. Alors ici sur le Bitcoin, on n'a pas été retracé le bas du range, hein, donc on n'a pas pu aller rechercher les 16 560 à peu près à 16 470 $ malheureusement. Donc on voit qu'on a pu faire un petit range qui est plutôt juste en dessous de 17 000 $ jusqu'à 16 700. Et on a eu une belle hausse hier justement pour aller rechercher le haut de ce range qui est assez importante. Et on a été rechercher de nouveau de la liquidité. Alors est-ce que la hausse qu'on a eue ici, est-ce qu'elle a été faite pour repartir en effet, parce que maintenant on a vraiment, on a eu ça, en fait ça confirme beaucoup de choses pour pouvoir en effet aller rechercher des points un petit peu plus hauts. Et ça c'est bon signe. Naturellement, on est toujours bearish sur le court moyen terme. Donc il faut toujours faire attention. C'est pas parce qu'on revient chercher ces prix plus haut maintenant sur le Bitcoin ou sur l'Ether qu'automatiquement il faut partir en mode FOMO parce que le Bitcoin pourrait partir. Ça, il faut vraiment faire attention. Et puis les prochains prix, sinon, bah, qu'on va commencer à s'y intéresser. Moi, c'est pas ici que je vais commencer à m'intéresser. C'était soit ici, soit sur cette zone qu'il fallait faire regarder à court terme. Et si c'est pas le cas, eh ben, on va regarder maintenant si le Bitcoin va repartir vers le haut. Et si c'est le cas, on va regarder le prochain retracement sur le Bitcoin pour pouvoir se repositionner. Si maintenant on décide pas d'aller rechercher des prix plus hauts, eh ben voilà. L'objectif c'est de réussir à casser ce range, casser les 16 429 $, et puis de commencer à aller rechercher du coup toujours notre support. Donc rien de spécial qui s'est passé pour l'instant sur le Bitcoin. On a le SXP. Alors malheureusement, je n'ai pas préparé les analyses, donc on va le regarder directement ensemble. Ce qu'on peut directement voir ici, c'est qu'on a notre VPVR qui a une certaine importance, une jolie résistance qui est juste ici avec le volume le plus travaillé qui est, hop, je vais vous dire ça exactement, à 34 centimes 53. Donc ça, c'est un prix sur lequel finalement on pourrait peut-être même revenir chercher, en plus de ça, sur la résistance. Donc on a une certaine liquidité ici, peut-être aller chercher sur le SXP. Zone de liquidité.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc naturellement, comme vous pouvez voir, on a un certain gap, hein, un gap qui est très important. Ce gap qui est juste ici, donc c'est un certain imbalance finalement qu'on peut avoir, sur lesquels bah, non seulement on a eu une chute énorme, mais on est déjà revenu les chercher déjà, cette liquidité, puis on a été la rechercher quelques jours après. Donc est-ce qu'on a l'obligation maintenant de revenir chercher ces prix-là? Pas spécialement. Donc pour moi aujourd'hui, on a une certaine résistance il va falloir réussir à casser, puis elle est à 25 centimes 88. Si on arrive à la casser, bah, l'objectif c'est d'aller rechercher directement les 31 centimes, quasi 32 centimes, et puis d'aller chercher cette zone de liquidité. Et sinon, bah, pour l'instant, malheureusement, le SXP, il faut vraiment faire attention. On a des petits supports qui sont en train de se positionner autour des 22 centimes 28. Mais pour être honnête, je ferai vraiment attention parce que voilà, on est dans une salle. Si je peux vous montrer ça en daily si vous souhaitez, il n'y a rien de propre. Malheureusement, il n'y a absolument rien de propre. Donc pour l'instant, faites attention. On a le AV juste ici, donc on a un gros support autour des 56 centimes, 56 $,6, pardon. Un support qui est extrêmement important ici en 4 heures parce que comme vous pouvez le voir, non seulement on a ici un certain range, hein, qu'on peut reprendre. Voilà, je suis désolé pour le chat. Non seulement on a un gros range ici qu'on peut reprendre, mais comme vous pouvez voir ça sur le VPVR, on a ici la zone la plus travaillée, c'est la zone des 57,7 $. Donc le fait qu'on a été rechercher ces prix un petit peu en dessous, c'est vraiment pour aller rechercher de la liquidité, parce que finalement les 57,7 $, c'est déjà un prix sur lequel les gens ils sont d'accord de racheter le AV. C'est un prix qui a été qui a été le plus travaillé depuis les chutes du 12 juin 2022. Donc ça fait déjà un gros moment maintenant qu'on le travaille. On a une zone très importante autour des 91,50 $. Ce serait une des zones qui m'intéresserait le plus, en tout cas à court terme, pour pouvoir aller rechercher. En sachant qu'en plus de ça, on a un très joli gap. Je vais vous enlever ça ici. On a un très joli gap justement qui travaille de 81 $, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, à peu près 81 $ jusqu'à à peu près 65. Donc ce qu'on veut voir maintenant sur la AV, c'est de réussir à casser ces 65 $ pour aller rechercher le haut déjà du 81 $. Et donc du coup après on aura une certaine liquidité à aller chercher. Ce sera la liquidité qui est juste ici. On peut l'appeler la zone de liquidité. Oups. Comme ça. Voilà, ça c'est à peu près tout pour le AV. Naturellement, si on casse ce support, ça peut commencer à être très dangereux. L'objectif c'est de réussir à garder vraiment un bon support là-dessus parce que si on vient chercher des points plus bas, alors malheureusement, il va falloir aller rechercher peut-être de nouveau en dessous de 40 $. Puis à ce moment-là, il faut vraiment faire attention. Le EOS qui a été également demandé, donc là on est un petit peu dans un même scénario sur lequel on peut voir que finalement c'est le prix le plus bas qui a été de nouveau le plus travaillé. Donc on a été d'accord de nouveau d'acheter et de revendre, en tout cas le plus, à 93 centimes l'EOS. Et ça de nouveau c'est à peu près depuis le 12 juin. Donc ce prix-là maintenant devient un gros support. On peut mettre un support qui est juste en dessous, qui sera autour des 90 centimes. Donc si on tient maintenant les 90 centimes, c'est très bon signe. Et puis vu le volume qui a été travaillé justement dans ces zones-là, ça ne m'étonnerait pas qu'on les tienne pour l'instant. Si naturellement le Bitcoin décide d'aller rechercher en dessous de 15 000 $, à ce moment-là, il faut s'attendre que ces crypto-monnaies peuvent aller rechercher du bloodbath. Parce que ce qu'on a maintenant aussi beaucoup actuellement maintenant sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes qui parlent malheureusement que 2023 en fait ça va être une des pires années qu'on va vivre, que la majorité des personnes qui sont dans la crypto-monnaie vont perdre beaucoup d'argent, puis qu'on n'est pas du tout prêt. Et c'est assez intéressant, je trouve. C'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que je suis en train de revivre 2018, en train de revivre 2019, sur lequel la majorité des gens sont maintenant d'accord sur enfin il y a un consensus en fait qui a été mis maintenant sur les réseaux que en effet on est en bear market, qu'il n'y a rien qui va, 2023 ça va être catastrophique. Et je pense qu'il n'y a pas assez de réflexion actuellement qui est en train d'être mis sur l'économie en général et puis qu'on spécule beaucoup trop en fait. On est simplement en train de spéculer parce que une certaine personne pardon, dit une certaine chose et automatiquement du coup on va penser la même chose. Et ça, je trouve un petit peu dommage parce que du coup, on ne réfléchit pas assez en fait de soi-même, on ne fait pas assez les recherches, puis on regarde beaucoup trop en mode spéculation. Ici, je pense que ce que nous, on va faire, c'est vraiment essayer de regarder petit à petit, chaque semaine, chaque mois. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer en 2023, on verra bien, mais
Ouais, il faudra bien faire attention. Et puis si justement en effet on est dans une situation de merde malheureusement avec le marché, eh ben, c'est sûr que tous ces altcoins, surtout comme un token comme l'EOS, eh ben, il faut s'attendre qu'il peut naturellement les rechercher encore en dessous de 1 $. Sinon encore juste pour finir ici, on a une certaine résistance encore autour des 1,12 $ à très court terme, sur lesquels on a un gap juste en dessous. Donc pour moi, aller rechercher cette résistance, ce serait pas anodin, ce serait même logique d'aller la rechercher. Je pense qu'on a la même poussée un tout petit peu que Bitcoin et Ether, un petit peu plus que d'ailleurs, hein, parce que il y a beaucoup moins de volatilité. Donc d'aller rechercher les 1,12, ce serait la première target, disons. Et si on la casse, eh ben, peut-être qu'on peut aller retravailler le range de 1,38 $ à 1,12, justement, qui est juste ici sur les OS, qui pourrait être assez intéressant. Alors voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On va finir là-dessus. Et puis voilà. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Naturellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Un très bon week-end à tous. Ciao, ciao.